Ceci n'est pas simplement une vidéo. C'est une plongée en apnée dans les eaux profondes et parfois glaciales de l'âme humaine. Installez-vous, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez-vous porter. Voici l'histoire que les projecteurs n'ont jamais éclairée. Pendant des décennies, le monde entier a contemplé Charlotte Rampling comme on observe une énigme insolvable, une statue de marbre froid posée derrière une vitre sans teint que personne n'a jamais réussi à briser. Vous connaissez ce regard, n'est-ce pas? Ces paupières lourdes, presque félines, ce bleu acier, métallique, qui semble vous transpercer, vous juger, ou peut-être simplement voir à travers vous des vérités que vous n'osez pas vous avouer à vous-même. Le cinéma l'a surnommé The Look. Le regard. Une beauté hiératique, une icône du cinéma européen, la femme qui a osé incarner les fantasmes les plus inavouables et les tabous les plus sombres de notre histoire contemporaine. Mais ce que l'on prenait pour de la distance, de l'arrogance ou une maîtrise absolue n'était, en réalité, que l'armure impénétrable d'une survivante. Derrière cette façade de glace, derrière les tapis rouges de Cannes, les flashs aveuglants des photographes et les scandales cinématographiques qui ont secoué l'Europe, se cachait une petite fille terrifiée, figée dans le temps, prisonnière d'un secret de famille si lourd, si toxique, qu'il aurait pu briser une dynastie entière. Aujourd'hui, alors que Charlotte a franchi le cap des 80 ans, le masque de la star s'effrite enfin pour laisser apparaître une humanité bouleversante, brute, sans filtre. Ce n'est pas l'histoire d'une actrice célèbre que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'une femme qui a passé sa vie entière à marcher main dans la main avec un fantôme, apprenant à respirer sous l'eau, dans un silence assourdissant, tout en offrant au monde un visage impassible. Comment survit-on lorsque ceux qui sont censés vous protéger, vos propres parents, vous demandent de mentir sur la mort elle-même? Comment construit-on une vie, une carrière, une identité, quand les fondations mêmes de votre existence reposent sur une tombe sans nom et un mensonge répété chaque matin? C'est ce voyage intime, psychologique et profondément émouvant que nous allons entreprendre ensemble. Nous allons traverser les époques, du Londres d'après-guerre à la libération des années 60, des ténèbres de la dépression à la lumière crue de la vérité. Mais avant de plonger dans les eaux troubles de ce destin hors norme, j'aimerais vous demander une petite faveur, un geste simple qui a pourtant une immense portée pour nous. Si vous croyez, comme nous, qu'il est important de comprendre l'humain derrière la légende, et si ce travail de recherche minutieux et passionné vous touche, prenez juste une seconde pour cliquer sur le bouton j'aime. C'est gratuit, cela ne vous prendra qu'un instant, mais pour nous, c'est le signe vital que ces histoires méritent d'être racontées, qu'elles trouvent un écho en vous. Merci infiniment de votre soutien, cela nous va droit au cœur et nous donne la force de continuer. Pour comprendre Charlotte Rampling, pour saisir l'essence de ce mystère, il faut d'abord effacer l'image de la star parisienne sophistiquée et remonter le temps, loin en arrière, jusqu'à une enfance anglaise façonnée par la discipline militaire et le non-dit victorien. Charlotte ne grandit pas dans la chaleur des étreintes ou les débordements affectifs, mais dans l'ombre intimidante d'un père héroïque et d'une mère insaisissable. Son père, Godfrey Rampling, n'est pas n'importe qui. C'est un colosse, un colonel de l'armée britannique, un homme d'acier trempé dans la rigueur et l'exigence. Mais c'est surtout une légende olympique. En 1936, lors des Jeux de Berlin, sous les yeux d'Adolf Hitler et dans une atmosphère de tension mondiale paroxystique, il remporte la médaille d'or au relais 4x400 mètres. Imaginez ce père. Visualisez cet homme qui a couru pour la gloire de l'Empire, un homme habitué à contrôler chaque muscle, chaque souffle, chaque émotion. Godfrey est un homme verrouillé, une forteresse à lui tout seul. Son propre passé est marqué par l'abandon et la solitude. Orphelin de père très jeune, rejeté par un beau-père indifférent, envoyé en pensionnat dès l'âge de 7 ans, il a dû se construire seul, contre l'adversité. Il a appris très tôt une leçon brutale qu'il transmettra inconsciemment, mais efficacement, à sa fille. L'émotion est une faiblesse, une faille dans l'armure, et l'amour est un risque qu'il faut calculer avec précision. Dans la maison des Rampling, on ne pleure pas. On ne se plaint pas. On se tient droit, le menton levé. On avance, coûte que coûte. Face à ce monolithe de virilité et de retenue, il y a la mère, Anne Gurtin. Héritière d'une riche famille d'industriels, elle est peintre, artiste, d'une beauté frivole et romanesque, presque éthérée. Aux yeux de la petite Charlotte, sa mère est une créature féerique, sortie d'un livre de contes, mais terriblement lointaine. Anne flotte sur l'existence, elle ne s'y ancre pas. Elle est là sans être là, perdue dans ses toiles, ses couleurs et ses mondes intérieurs, souvent inaccessibles. Charlotte comprend très vite, avec l'instinct des enfants solitaires, qu'elle ne peut pas compter sur ces deux adultes pour la rassurer ou la consoler. Le monde de ses parents est une citadelle dont elle n'a pas la clé. Alors, pour survivre dans cet univers où les sentiments sont tus, elle développe une stratégie qui deviendra sa signature, sa marque de fabrique, l'observation. Elle se met en retrait, dans l'ombre. Elle regarde. Elle scrute. Elle écoute les silences entre les mots, elle analyse les micro-expressions. Sa vie est celle d'une nomade de luxe,
une enfant de troupe ballottée au gré des affectations paternelles. En 13 ans, elle change cette fois de maison, cette fois d'école, cette fois de pays. De l'Angleterre brumeuse à la France ensoleillée, en passant par les vallées du pays de Galles, Charlotte apprend à ne jamais défaire totalement ses valises, ni physiquement, ni émotionnellement. À quoi bon s'attacher à une amie, à un lieu, à une habitude, si c'est pour être arraché à tout cela 6 mois plus tard? Elle intègre une vérité douloureuse qui sculptera son rapport aux autres. Tout est provisoire. Les liens humains sont fragiles, cassants, éphémères. Dans ce tourbillon d'instabilité, une seule constante demeure, inaltérable. Un seul point d'ancrage dans la tempête permanente, sa sœur aînée, Sarah. Sarah est tout ce que Charlotte n'est pas. Plus fragile, plus intense, plus rebelle aussi. Elle est le centre de gravité de la famille, celle sur qui se focalise toute l'inquiétude maternelle, celle qui capte la lumière. Charlotte, la cadette, grandit dans l'ombre de cette sœur solaire et tourmentée. Il y a de la jalousie, bien sûr, comme dans toutes les fratries, une rivalité sourde, mais il y a surtout un amour fusionnel, absolu. Sarah est la seule personne au monde qui parle le même langage que Charlotte, la seule qui partage les mêmes codes. Elles sont les deux seuls témoins de cette enfance étrange, les deux seules survivantes de cette éducation rigide. Sarah est son allié, son miroir, sa preuve tangible que la réalité existe. Nous sommes maintenant au milieu des années 60. Le monde est en train de changer de couleur, de rythme, de vibration. Londres devient le centre de l'univers, l'épicentre d'un séisme culturel. C'est le Swimming London. La musique explose dans les rues, les jupes raccourcissent, les mœurs se libèrent, la jeunesse prend le pouvoir et balaie les vieilles conventions. Charlotte a 20 ans, et elle est éblouissante. Elle possède cette beauté singulière qui arrête le trafic. Elle est repérée dans la rue, devient mannequin, puis actrice presque par accident, portée par le flux de l'époque. Elle incarne cette jeunesse dorée qui pense que tout est possible, que le monde lui appartient. Elle vit à 100 à l'heure, enchaîne les fêtes, les concerts, les séances photos, les premiers rôles. Elle dira plus tard qu'elle était sur des rails, propulsée par une énergie vitale pure, sans jamais se poser de questions, sans jamais regarder en arrière. Elle se sent invulnérable, immortelle. Elle croit que la vie est une fête perpétuelle qui ne finira jamais. Mais le destin est un scénariste cruel, patient, qui attend son heure pour frapper là où ça fait le plus mal. En 1966, Sarah, sa sœur adorée, son double, part vivre en Argentine. Elle a épousé un riche éleveur de bétail, un homme plus âgé, et s'exile à l'autre bout du monde. Elle vient de donner naissance à un fils prématuré. Les lettres qu'elle envoie à Charlotte se font plus rares, plus sombres, teintées d'une mélancolie inquiétante. Et puis, un matin de février 1967, le téléphone sonne chez les Rampling. Une sonnerie stridente qui déchire le silence de la maison. Charlotte voit son père, cet homme de marbre qui ne flanche jamais, blêmir soudainement. Il écoute, le visage fermé, puis raccroche doucement le combiné. Il se tourne vers sa fille et prononce des mots qui vont figer le sang de Charlotte et arrêter le temps pour les 30 années à venir. Sarah est morte. La version qu'il donne est clinique, militaire, indiscutable, une hémorragie cérébrale foudroyante. C'est tragique, c'est injuste, c'est brutal, mais c'est propre. C'est une cause médicale, une fatalité biologique contre laquelle on ne peut rien. Charlotte est dévastée. Sa moitié vient de disparaître. Son monde s'écroule. Mais très vite, au milieu des larmes et du choc, son instinct d'observatrice se réveille. Elle comprend que quelque chose ne va pas. Le silence de son père est trop lourd, trop dense. Il y a des regards échangés avec les médecins, des documents cachés hâtivement. Et puis, la vérité tombe, non pas comme une libération, mais comme une condamnation à perpétuité. Sarah ne s'est pas éteinte de maladie. Sarah ne s'est pas endormie paisiblement. Sarah s'est tiré une balle dans la tête. Elle était seule, déprimée, loin de tout, incapable de surmonter ses démons intérieurs et la dépression postpartum. Elle a choisi de partir, de tout arrêter. Pour un père comme Godfrey, ancien militaire, homme de devoir, c'est l'impensable. C'est l'échec absolu. Mais ce qui va suivre est plus terrible, plus destructeur encore que la mort elle-même. Godfrey Rampling est persuadé, avec une certitude inébranlable, que sa femme, Anne, déjà fragile psychologiquement et physiquement affaiblie par un début d'AVC, ne survivra pas à la vérité. Il est convaincu que si elle apprend que sa fille préférée, sa Sarah adorée, s'est suicidée, son cœur lâchera instantanément. Alors, il prend une décision qui défie l'entendement, une décision dictée par l'amour mais exécutée avec une cruauté involontaire. Il impose à Charlotte, sa seule fille restante, un pacte. Un pacte de sang, de larmes et de silence absolu. Il la regarde dans les yeux et lui dit, « Nous ne dirons jamais à ta mère comment Sarah est morte. Nous lui dirons que c'était une hémorragie. Et nous ne parlerons plus jamais de cela. Jamais. Arrêtez-vous un instant. Essayez, je vous en prie,
de vous mettre à la place de cette jeune femme de 21 ans. On lui demande non seulement d'enterrer sa sœur, sa complice, sa meilleure amie, mais on lui demande d'enterrer la vérité de sa mort. On lui demande de devenir la gardienne d'un mensonge monstrueux. On lui demande de jouer la comédie devant sa propre mère, chaque jour, à chaque repas de famille, à chaque Noël. On lui demande de nier la souffrance de sa sœur pour protéger l'illusion de vie de sa mère. C'est une violence psychologique inouïe, une charge mentale insoutenable. Charlotte accepte. Elle accepte par amour pour son père, par devoir filial, par sidération aussi. Elle verrouille tout. Elle avale ses larmes. Elle met un masque. C'est à cet instant précis, dans ce salon anglais étouffant, que naît véritablement Charlotte Rampling. Pas la femme, mais la forteresse. Si cette histoire vous bouleverse, si vous ressentez au plus profond de vous de l'empathie pour ce dilemme impossible imposé à une jeune fille en deuil, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié de nos prochaines histoires. Nous formons ici une communauté bienveillante de passionnés, de gens qui cherchent à comprendre les complexités de l'âme humaine, les rouages du destin, et nous serions honorés, vraiment honorés, de vous compter parmi nous. Votre abonnement est le meilleur moyen, le plus précieux, de soutenir ce travail de mémoire et d'analyse. Ce secret devient un poison lent qui s'infiltre dans ses veines. Charlotte ne peut pas faire son deuil. Comment pleurer quelqu'un dont on ne peut même pas nommer la fin? Comment dire adieu à une suicidée quand on doit prétendre qu'elle est morte d'un accident vasculaire? Elle étouffe à Londres. La ville, avec ses souvenirs, ses rues où elles marchaient ensemble, lui rappelle trop ce qu'elle a perdu. L'air y est irrespirable. Alors elle fuit. Elle part pour l'Italie, non pas pour chercher la gloire, mais pour chercher l'oubli, pour fuir ce mensonge qui la dévore. Elle veut se perdre pour ne plus penser. C'est là, dans cette fuite en avant désespérée, qu'elle rencontre le maestro, le géant du cinéma italien, Luchino Visconti. Il prépare son film Astérisque et les damnés Astérisques. Il cherche un visage qui puisse raconter la décadence, la douleur, la fin d'un monde, l'ambiguïté morale. Il rencontre Charlotte. Il ne lui fait pas passer d'audition classique. Il ne lui demande pas de réciter un texte. Il la regarde dans les yeux, longuement, en silence. Il sonde son âme. Et il lui dit cette phrase qui va changer sa vie d'artiste et définir sa carrière: tu as les yeux d'une femme qui a vu la mort. Tu n'as pas besoin de jouer, Charlotte. Tu as juste besoin d'être. Visconti lui offre l'autorisation qu'elle attendait sans le savoir, l'autorisation d'être sombre. L'autorisation de ne pas sourire. Sur les plateaux de cinéma, Charlotte n'a plus besoin de faire semblant d'être la jeune fille joyeuse et insouciante que son père exige à la maison pour ne pas éveiller les soupçons de la mère. Elle peut enfin déverser son chagrin, sa rage, son incompréhension, sa noirceur dans ses personnages. Le cinéma cesse d'être un métier pour devenir son exutoire, sa thérapie sauvage, son cri primal silencieux. C'est ce qui explique ses choix de carrière, souvent jugés suicidaires, étranges ou scandaleux par la presse de l'époque qui ne comprend pas. Pourquoi, alors qu'elle est l'une des plus belles femmes du monde, refuse-t-elle systématiquement les rôles de petite amie, de potiche ou de princesse? Pourquoi choisit-elle, en 1974, de tourner dans Astérisque portier de nuit Astérisque de Liliana Cavani? Ce film, qui reste encore aujourd'hui l'un des plus controversés, des plus dérangeants de l'histoire du cinéma, raconte la relation sadomasochiste entre un ancien officier nazi et une rescapée des camps qu'il retrouve des années plus tard dans un hôtel à Vienne. Le monde entier crie au scandale. On la traite de perverse, de folle. On veut censurer le film dans plusieurs pays. On lui dit que sa carrière est finie. Mais Charlotte ne voit pas la provocation gratuite. Elle voit la vérité psychologique. Elle voit deux êtres brisés, liés par un secret inavouable, incapables de se détacher de leur passé traumatique, enfermés dans une bulle de douleur. Sans le dire à personne, c'est sa propre histoire qu'elle joue métaphoriquement. Elle est, elle aussi, la survivante d'un drame, liée à une figure d'autorité, son père, par un secret honteux, le suicide, prisonnière d'un passé qui ne passe pas. Elle explore les zones d'ombre parce qu'elle vit dedans au quotidien. Elle dira plus tard: je ne cherchais pas à choquer. Je cherchais à comprendre comment on survit à l'invivable. Je cherchais où se loge la culpabilité. Pendant les années 70 et 80, Charlotte Rampling semble tout avoir. Elle quitte l'Italie pour la France. Elle épouse le musicien Jean-Michel Jarre, star planétaire des synthétiseurs. Ils forment le couple en or de l'époque. Lui, le pionnier de la musique électronique, beau comme un dieu, elle, l'icône de cinéma mystérieuse. Ils sont beaux, riches, célèbres, talentueux. Ils ont des enfants, ils vivent dans une magnifique demeure bourgeoise près de Versailles. De l'extérieur, c'est un conte de fées sur papier glacé. Les magazines s'arrachent leurs photos. Ils incarnent la réussite absolue. Mais à l'intérieur, derrière les grilles du château, le poison du secret continue de faire son œuvre de destruction massive. Charlotte joue le rôle de la femme parfaite,
de la mère parfaite, de l'épouse comblée, de l'hôtesse idéale. Mais on ne bâtit pas le bonheur sur des fondations pourries. Le pacte avec son père tient toujours, inflexible. Sa mère est toujours en vie, de plus en plus diminuée après une attaque cérébrale qui lui a ôté la parole et la lucidité, et le mensonge perdure. Charlotte rend visite à ses parents, sourit, parle de la pluie et du beau temps, montre des photos des petits-enfants, mais évite soigneusement l'essentiel. Elle se dissocie. Il y a la Charlotte publique, froide, maîtrisée, intouchable, et la Charlotte intime, une petite fille qui hurle en silence dans une chambre vide. À la fin des années 90, l'armure se fissure. La pression est trop forte. Son mariage avec Jean-Michel Jarre vole en éclats de manière très publique, exposé dans les tabloïds qui révèlent les infidélités. C'est l'humiliation qui s'ajoute à la douleur ancienne. Et soudain, tout remonte. Comme une marée noire qu'on ne peut plus endiguer. Le deuil non fait de Sarah, la pression constante du secret, l'échec de son couple, la solitude, c'est ce qu'elle appellera plus tard son tsunami. Charlotte Rampling s'effondre. Ce n'est pas une dépression romantique, mélancolique, comme on en voit dans les films. C'est une paralysie totale. C'est le noir absolu. Elle ne peut plus se lever. Elle ne peut plus travailler. Elle disparaît des écrans. On l'a dit fini, has-been. Le téléphone ne sonne plus. Les producteurs l'oublient, passent à une autre muse plus jeune. Elle passe ses journées à fixer le vide, écrasée par 30 ans d'émotions refoulées, par 30 ans de mensonges. Elle comprend alors que le pacte de silence ne l'a pas protégée. Il l'a détruite à petit feu. On ne peut pas tromper la mort, et on ne peut pas tromper son propre cœur éternellement. C'est une période de désert traversée seule. Beaucoup, à sa place, auraient sombré définitivement, dans l'alcool, la folie ou le suicide, comme sa sœur. Mais Charlotte possède cette résilience héritée de son père, cette discipline de soldat, cette flamme de vie qui refuse de s'éteindre. Elle décide de ne pas mourir. Elle décide d'attendre que l'orage passe, même si l'orage dure des années. Le salut viendra, une fois encore, du cinéma. Mais d'un cinéma différent, plus intime. Au début des années 2000, un jeune réalisateur français, François Ozon, vient la chercher. Il ne veut pas l'icône glacée des années 70. Il veut la femme mûre, la femme blessée, la femme réelle. Il lui propose le scénario de Astérisque sous le sable astérisque. L'histoire est troublante de similitude avec sa vie intérieure, comme si Ozon avait lu dans ses pensées. C'est l'histoire d'une femme dont le mari disparaît subitement sur une plage des Landes, sans laisser de traces. Elle continue de vivre comme s'il était là, dans le déni, dans l'attente, parlant au vide, achetant ses cravates, préparant ses repas. Quand Charlotte lit le scénario, elle est bouleversée. Elle connaît cet état par cœur. Elle vit avec un fantôme depuis 1967. Elle accepte le rôle sans hésiter. Ce tournage ne sera pas une performance d'actrice, ce sera un exorcisme en temps réel. Devant la caméra, Charlotte cesse de jouer la mystérieuse. Elle montre sa peau nue, son visage sans maquillage, ses rides naissantes, son corps vieillissant, et surtout, son immense vulnérabilité. Elle offre au monde le spectacle d'une femme qui refuse d'accepter la perte. Et en jouant ce refus, paradoxalement, elle commence enfin à l'accepter pour elle-même. Elle pleure pour de vrai. Elle crie pour de vrai. Le film est un triomphe critique et public. Le monde redécouvre Charlotte Rampling. Non plus comme une beauté froide et inaccessible, mais comme une immense tragédienne, une femme capable d'exprimer l'inexprimable, de toucher l'universel. C'est le début de sa renaissance, de sa seconde vie. Mais la véritable libération, la plus importante, se produira hors caméra. Sa mère décède en 2001, emportant avec elle ses illusions. Puis son père, quelques années plus tard, à l'âge vénérable de 100 ans. Avec leur disparition, le pacte est rompu. Le serment n'a plus lieu d'être. Les chaînes tombent. Pour la première fois de sa vie, Charlotte peut parler. Elle peut dire au monde, et surtout se dire à elle-même, « Ma sœur s'est suicidée ». Ce n'est pas un scoop pour la presse à scandale. C'est une nécessité vitale, une respiration. En prononçant ces mots, en nommant la cause réelle de la mort, elle rend à Sarah sa dignité et sa vérité. Elle cesse d'être complice de ce mensonge qui a volé 30 ans de sa vie. Elle raconte aussi, avec une infinie tendresse, comment, dans les dernières années de vie de son père, elle a réussi à lui pardonner. Elle a compris que cet homme rigide n'était pas un monstre sans cœur, mais un être terrifié par l'émotion, un produit de son époque et de ses traumatismes, qui avait cru, maladroitement, tragiquement, faire ce qu'il fallait pour sauver sa famille. Elle a vu cet homme dur devenir tendre en soignant sa femme malade, lui tenant la main pendant des heures. Elle a fait la paix avec lui, et par extension, elle a fait la paix avec elle-même. Aujourd'hui, Charlotte Rampling vit à Paris, dans le très calme 16e arrondissement. Son appartement est à son image, élégant, silencieux, épuré, rempli de livres, de scénarios et d'œuvres d'art. Elle vit seule, accompagnée de son chat,
un compagnon silencieux qui ne pose pas de questions. Elle a aimé passionnément un dernier homme, Jean-Noël Tassé, un grand patron de presse français, qu'elle a accompagné jusqu'à son dernier souffle dans un long et douloureux combat contre la maladie. Cette fois, contrairement à la mort de sa sœur, elle n'a pas fui. Elle n'a pas menti. Elle a regardé la mort en face. Elle lui a tenu la main. Elle a vécu le deuil pleinement, sans secret, sans honte, avec des rituels, avec des larmes partagées. Elle dit aujourd'hui qu'elle vit avec ses morts. Ils ne sont plus des fantômes effrayants qui la hantent la nuit, mais des présences bienveillantes, des esprits amis qui l'accompagnent dans sa solitude choisie. Regardez-la aujourd'hui. À plus de 80 ans, elle a refusé ce que font tant d'actrices de sa génération, elle n'a pas touché à son visage. Pas de bistouri, pas de lifting, pas d'injection pour effacer le temps qui passe. Elle porte ses rides comme des médailles de guerre, comme les preuves qu'elle a vécues, qu'elle a ri, qu'elle a pleuré. Ses paupières sont plus lourdes, oui, mais son regard est toujours aussi perçant, toujours aussi bleu. C'est le regard d'une femme qui ne ment plus. C'est le regard d'une femme libre. Sa vie est-elle triste, comme le suggère parfois l'opinion publique qui ne voit que la solitude apparente? C'est une question mal posée, une question trop simple. Sa vie est dense. Elle est grave. Elle est profonde. Charlotte Rampling n'est pas une femme qui cherche le bonheur superficiel et constant que nous vendent les publicités. Elle cherche la justesse. Elle cherche la vérité. Elle a traversé l'enfer du silence, la dépression, le deuil impossible, et elle est toujours debout, droite, digne. Elle continue de tourner, de choisir des rôles difficiles, de prendre des risques, de travailler avec de jeunes réalisateurs. Elle incarne la beauté brute de la survie. Elle nous enseigne une leçon précieuse, à nous tous qui portons peut-être nos propres fardeaux, nos propres secrets de famille, nos propres non-dits. Elle nous montre que le déni peut nous protéger un temps, comme un pansement sur une plaie béante, mais qu'il finit toujours par nous rattraper et nous infecter. Elle nous montre que la vérité, aussi brutale, aussi douloureuse soit-elle, est la seule voie vers la guérison authentique. Et surtout, elle nous prouve qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer, pour briser les chaînes du passé, pour pardonner à ses parents imparfaits et pour enfin, simplement, être soi-même. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment d'intimité et de réflexion avec nous. J'espère sincèrement que l'histoire de Charlotte Rampling vous aura touché, bousculé peut-être, autant qu'elle nous a émus lors de l'écriture de ce récit. C'est une histoire de douleur, oui, indéniablement, mais c'est surtout une magnifique histoire d'amour filial, de résilience et de courage. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question sincère, et j'aimerais vraiment lire votre avis. Pensez-vous que le père de Charlotte a eu raison de mentir pour protéger sa femme malade, ou croyez-vous que la vérité doit toujours être dite, quel qu'en soit le prix et les conséquences? C'est un dilemme moral terrible, n'est-ce pas? Votre avis m'intéresse énormément, alors s'il vous plaît, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'est toujours passionnant de vous lire et d'échanger avec vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un j'aime. C'est un petit geste pour vous, gratuit, mais un grand encouragement pour toute notre équipe. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite une dernière fois à vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque semaine de nouveaux destins extraordinaires, des histoires vraies qui dépassent la fiction. Prenez soin de vous, chérissez ceux que vous aimez, dites-leur la vérité tant qu'il est temps, et n'ayez pas peur de vivre. À très bientôt pour une nouvelle histoire.